Toute ma vie, je voudrais créer des choses. Il y a un moment, faut y aller et accepter que c'est pas parfait. Chaque aventure t'amène à une autre aventure. La beauté de l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde peut être un bon entrepreneur. La plus grande difficulté, c'est de faire beaucoup avec peu. La peur n'évite pas le danger, donc vous avez rien à perdre. Foncez quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans The Next, un podcast sur l'entrepreneuriat et la tech française. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Olivier Ramel, commercial dans l'âme et pourtant à seulement 30 ans, il a déjà fondé 7 entreprises dont dernièrement Kimono. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Salut Margot, salut tout le monde. Merci pour l'invitation. Ton parcours entrepreneurial a démarré assez tôt puisqu'au lycée tu as déjà commencé à vendre des suites et depuis tu as fondé 7 sociétés dans des domaines assez différents. Est-ce que tu peux nous en dire plus, te présenter toi et ton parcours ? Carrément, alors dit comme ça, ça va être long, mais non, pour résumer, donc je viens d'avoir 30 ans là, en mai 2020. J'ai voulu entreprendre très tôt parce qu'en fait, la création de projets m'animait. J'avais envie d'avoir quelque chose qui m'excite en fait en parallèle de ma vie classique d'étudiant, puisque j'ai commencé au lycée, donc en parallèle de tes devoirs, de tes sorties et autres occupations à cet âge. Et je voulais avoir quelque chose qui m'excite, voilà, en parallèle. Premier projet qui du coup est lié à Kimono aujourd'hui. J'étais dans un lycée où il y avait à peu près 1500 personnes. Il y avait un gros sentiment d'appartenance et je m'étais dit ce serait génial qu'on puisse créer un suite officiel, un peu à l'américaine, très clairement, qui nous réunit. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc je suis vraiment passé par toutes les étapes. Donc la négociation avec la direction pour pouvoir vendre et produire un pull à l'effigie du lycée. En plus c'était un lycée public donc on peut pas tout faire, on n'a pas tous les droits mais j'ai réussi. Ensuite contacter les fournisseurs pour produire différents suites, différentes couleurs, différents logos, faire la communication. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était des affiches dans le lycée, de la communication dans les classes. C'était assez méthodique. Ensuite, faire la production et bref, toute la gestion d'un projet, de la logistique, du marketing, de la vente. Ça a duré toute ma terminale. C'est un projet qui a super bien fonctionné. J'avais vendu plus de 700 suites pour 1500 élèves, donc plus de la moitié. Et du coup, moi, ça a été un déclic de vie. Je me suis dit, ok, parfait. Toute ma vie, je voudrais créer des choses. Donc là, je te fais le parcours en rapide. J'entre en école de commerce à Paris en 5 ans et j'enchaîne des entreprises, comme tu l'as dit, qui sont de différentes industries, mais elles ont un point commun. En tout cas, les premières, elles ont été vachement tournées sur la tendance du bien-être, sur l'industrie du bien-être qui commençait à se révéler en France. La première, c'était une boisson relaxante, donc l'inverse d'un Red Bull. C'était une boisson qui permettait de t'apaiser, une sorte de tisane rafraîchissante. Ensuite, il y a eu un concept food. On a créé en fait des corners de healthy food où tu pouvais composer donc ta salade, tes légumes croquants, tes fruits, tes jus, etc. Un peu comme jour pour ceux qui connaissent. Et donc ça, c'était dans tous les campus étudiants, parce que le but c'était de répondre à la demande un peu bien-être et de se passer du distributeur qui nous vend des sneakers et des Mars. Deuxième aventure. En parallèle, j'ai monté une agence d'événementiel qui s'appelait WakaTP. On a créé en fait les premières breakfast party, donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'était le but de faire la fête le matin avant d'aller au bureau. Il n'y avait pas d'alcool, bien évidemment. C'était sur le thème du Morning Miracle, donc il y avait 1 heure de yoga le matin, tu te réveilles. Ensuite, tu as le petit-déj healthy et tu fais la fête. Et ensuite, tu arrives à 9h, 9h30 et t'es un soleil comparé à tes collègues qui sont dans le brouillard le matin. Ça, c'était en parallèle deuxième boîte, donc qui s'appelait La Récolte. Là, ça s'appelait WakaTP. Ensuite, la récolte est devenue Mouti, donc toujours sur concept food, sauf que là, on a inventé un produit qui permettait d'avoir donc un contenant à boire et à manger dans une seule main. Donc en fait, c'est 2 parties qui n'en faisaient qu'une, qui étaient séparées avec du liquide et des petites séparations un peu comme les assiettes bébés où on pouvait mettre de la nourriture. Et là, pour le coup, on avait des corner shops dans tout ce qui est centres commerciaux, gares et aéroports, donc tous les endroits où on a les mains prises. Ça, c'est troisième aventure. Non, quatrième déjà. Ensuite vient Kimono. Donc, ma boîte aujourd'hui, ça fait 4 ans. Donc, aujourd'hui, donc, je suis CEO et fondateur de Kimono. Donc, c'est la 5e. Et donc, du coup, quand tu parles de la 7e, c'est qu'en parallèle de Kimono, j'ai créé 2 autres boîtes. Un cabinet de recrutement spécialisé dans les business développeurs et donc les sales et les commerciaux. Donc, le but, c'était de trouver des pépites sales pour les startups en hyper croissance. Ça, c'est un truc que je fais en parallèle. Je suis plus dans la stratégie et dans le conseil puisqu'on a mis un CEO en place qu'on accompagne. Mais mon full time, reste Kimono, mais ça a 2 ans maintenant. Et du coup, la dernière en date, elle s'appelle Enki. C'est une boîte qu'on a cofondée avec Kimono, où c'est de la location de mobilier de bureau design pour avoir un côté sustainable dans les produits, mais aussi dans le côté circulaire, et pouvoir accéder à du mobilier de bureau que tu n'aurais jamais acheté parce que ça coûte très cher à la loc. Et avec tout un système autour de ça. Voilà un peu le scope, j'essaie de te faire ça rapidement. Peut-être qu'après, je peux peut-être te présenter Kimono un peu plus détaillé, puisque c'est ma principale activité aujourd'hui. On en parlera juste après. On le sent, t'es quelqu'un qui est réellement passionné par l'entrepreneuriat et pourtant, on te décrit comme un commercial dans l'âme aimant tester le produit. Est-ce que tu penses que c'est une qualité nécessaire pour être un bon entrepreneur ?
Je sais pas où t'as vu ça, mais c'est vrai que commercial dans l'âme, clairement, je pense que en fait on vend en permanence, on s'en rend pas compte, mais quand on a envie de motiver ses amis à partir en vacances dans cette destination, on est dans de la vente, on est dans de la conviction, et donc on utilise des stratagèmes. Moi, c'est vrai que je l'ai toujours fait un peu naturellement, donc j'adore ça, hein, j'adore la vente et j'adore un peu innover et performer là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'être un bon commercial pour être un bon entrepreneur? Bah, j'ai envie de dire déjà, pour être un bon entrepreneur, bien sûr, il y a des dénominateurs communs qui font que ça fonctionne. Maintenant, il n'y a pas de règle. La beauté de l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde peut être un bon entrepreneur avec ses skills, sa manière d'être, sa manière de faire et son background. Donc c'est ça qui est intéressant. Je pense que oui, et qu'on soit un ingénieur ou pas du tout d'une dimension commerciale, il faut l'être parce que quand tu es entrepreneur, au-delà d'avoir la vision, de la création de ton produit et de la stratégie que tu mets en place, bah il y a un moment où il faut le vendre, que ce soit un produit ou un service. Ça passe par là. Si tu montes un projet, c'est aussi pour le développer, donc faire du chiffre d'affaires, le commercialiser, faire de la croissance. Et donc je pense que oui, c'est pas une obligation, mais on va dire pour réussir, clairement, être un bon commercial aide. En fait, on va juste dire que c'est un levier qui permet d'être meilleur, clairement, parce que tu es en vente permanente. Tu pitches en permanence, que ce soit dans ta vie perso ou ta vie pro, et tu vends tout le temps, partout. Tout le monde, en fonction de ton produit-service, bien sûr, peut être un client ou t'amener des clients ou un fournisseur ou même un futur collaborateur. Pour convaincre des futurs collaborateurs, bah, t'es dans la vente. Donc, être un bon commercial te permet d'aller un peu plus vite et d'être meilleur dans ce que tu fais très clairement. Même si on n'a pas cette fibre, l'apprendre et le comprendre, c'est, je pense, clé. Tu viens de le dire, pour être un bon entrepreneur, il y a des dénominateurs communs. Et c'est quoi ces dénominateurs communs selon toi? Bah clairement l'ouverture d'esprit, la curiosité. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très curieux. Souvent quand on est dans sa boîte et autres, on peut être la tête dans le guidon. Ça arrive parce qu'on est dans le rush, on a plein de sujets. Mais la force, c'est de toujours prendre de la hauteur et d'être dans la curiosité. Donc curiosité de parler à des confrères de son industrie, à d'autres industries qui pourraient être liées à des potentiels futurs partenaires. Moi, j'essaie de me l'obliger tout le temps. Je fais des déjeuners, des cafés avec des personnes où il y a peut-être pas de business immédiat à faire, mais c'est de l'ouverture d'esprit et la curiosité qui peut en fait t'amener de l'inspiration pour ton business actuel. Bien sûr, ultra clé, c'est la capacité de résilience. Ça, c'est vraiment la clé. Moi, je l'ai vu par rapport avec tous les types d'associés que j'ai eus. Ta capacité de résilience, ça sera ta plus grande force parce que quand t'y crois, normalement, t'es irrésistible. Ça veut dire si t'y crois, bah, tu peux toujours y arriver, mais par contre, tu vas te prendre 1 milliard de pièges, de problèmes, de trucs qui vont arriver. Et ta force va être ta capacité à affronter ça. Moi, je pars toujours du principe qu'il n'y a pas de problème et donc il y a que des solutions. Donc du coup, quand il y a un problème, une mauvaise nouvelle, bah, le but, c'est de tout de suite enclencher dans le positif et surtout la concrétisation de la solution. Ok, ça fait chier, c'est embêtant, il y a ce truc, ça peut casser le moral, mais il faut vite rebondir. Et surtout, ne jamais abandonner. Moi, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est pas celui qui est le plus fort, c'est celui qui se relève toujours. L'exemple du boxeur, un bon boxeur, c'est pas celui qui s'est entraîné le plus et qui est le plus fort, c'est celui qui se relèvera tout le temps. Tant qu'il est pas KO, il se relève et il gravit les échelons et il réussit. Il y a capacité de résilience et ta force à toujours rebondir en travers des échecs. Donc, il n'y a pas d'échecs, il y a que des enseignements, même si à travers différentes boîtes ou différentes missions internes et différents projets, tout ne se passe jamais comme prévu de toute façon. C'est ça qui te permet de passer les étapes et derrière te solidifier, prendre confiance encore plus en toi et au projet et derrière d'être inarrêtable. Ça, c'est les premiers dénominateurs communs. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Il y a la rigueur, parce qu'il y a un moment, il faut travailler dur, mais il faut être ultra rigoureux, s'intéresser. Donc ça, c'est lié à la curiosité. Mais même des tâches ingrates, que ce soit l'opérationnel administratif, des choses qu'on n'aime pas spécialement quand on est passionné en tant qu'entrepreneur, il faut les comprendre et il faut être ultra rigoureux là-dessus et être mode machine et militaire, ne serait-ce que dans sa manière de fonctionner. Si on est dans une logique de vouloir aller vite et devenir une belle boîte et grande boîte, je pourrais t'en dire 10 autres, mais globalement, les principaux, ce que je vois, c'est ça. Et du coup, ce serait quoi ton conseil pour une personne qui souhaite entreprendre? Quel est le plus important quand on commence selon toi? Bah, le plus important, il y a vraiment qu'une réponse à ça, c'est de le faire le plus vite possible. Et pourtant, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Je vois encore des gens qui font leur business plan, leur projet, leur slide, qui hésitent pendant 6 mois, 8 mois, alors que leur truc devient déjà obsolète. Le but, c'est de tester le plus rapidement possible. Ce sera jamais parfait au lancement, mais plus t'es dans la communication, ou en tout cas, pas spécialement publique, mais avec les autres, que ce soit la vente de ton produit, la communication avec des personnes qui s'y connaissent et parler de ton produit et le lancer, plus vite tu auras des retours et plus vite tu pourras progresser, apprendre et faire ce que tu veux. Le vrai conseil, c'est que tu as l'idée, pars du principe que tu as ton idée finale. Qu'est-ce qui pourrait être ce qu'on appelle le MVP, donc le Minimum Viable Product, un minimum de ton produit,
Il y a beaucoup de gens qui se freinent parce qu'ils se disent ouais, il va me falloir de la tech, donc des développeurs, je trouve pas d'associés ou j'ai pas l'argent pour payer une agence. Aujourd'hui, il y a assez d'outils sur Internet pour pouvoir le faire soi-même. C'est aussi la capacité d'un bon entrepreneur, c'est de savoir apprendre de tout type de métier et savoir l'exécuter. Donc on peut apprendre rapidement à faire un site Internet aujourd'hui tout seul. On parle du no-code, on parle de plein mal de possibilités, donc c'est plus un frein. On peut, ne serait-ce que, même si c'est très technologique, on peut montrer qu'il y a une tech, etc. Mais derrière, c'est peut-être vous qui le produisiez avec des tableaux Excel et autres. On s'en fiche au début. Le principal, c'est de prouver que votre modèle, il fonctionne et que le produit, il a la bonne cible et que derrière, ça marche et qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter votre produit. Donc, le principal conseil, c'est d'y aller le plus vite possible, ne pas attendre que ce soit parfait, de foncer et de recevoir tous les feedbacks. Bien sûr, de les retenir, les prendre en considération s'ils sont pertinents. Mais voilà, principal conseil, c'est d'y aller. Moi, j'ai vu trop de personnes vouloir parler sans jamais faire. Et c'est très dommage parce que les idées sont très bonnes. Mais ça veut dire que soit c'était pas les bonnes personnes, soit c'est pas l'âme d'un entrepreneur. Tout le monde peut essayer d'être entrepreneur, mais c'est difficile de réussir pour toutes les raisons qu'on connaît et qu'on a évoquées. Et il y a un moment, faut y aller et accepter que c'est pas parfait, de se casser la figure et récupérer les feedbacks, quoi. Donc c'est le principal conseil en vrai. Tu l'as dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et quelles leçons on en retire justement? Si on a échoué, donc chacun a sa définition de l'échec, mais si ça n'a pas marché comme on voulait, ou justement on arrive à un point où il faut abandonner et il faut arrêter tout, qu'est-ce qu'on apprend? En fait, il faut en retirer que le positif. Donc ça veut dire, est-ce que cette expérience m'a permis de rencontrer cette personne et cette personne qui sont clés aujourd'hui dans ma vie professionnelle et qui m'aideront dans mes prochaines aventures? Et parfois, une rencontre peut valoir n'importe quel échec. Ça peut être ça peut être j'ai appris à faire une opération de communication, établir une stratégie commerciale, j'ai appris moi-même à pitcher, etc. Donc en fait, tout ce qu'on apprend d'un échec, c'est tout ce qu'on a fait. Donc en fait, on va plus parler de l'expérience, on fait le bilan et une rétrospective, et plutôt que de se dire « Ah, j'ai échoué, je suis nul, ça marchera jamais », et de dire en fait, ok, ça n'a pas marché comme on veut, et ça c'est pas grave, il faut du temps et de l'expérience, mais par contre, j'ai appris ça, et ça je l'aurais jamais fait tout seul, je l'aurais jamais fait grâce à ça, et en prenant ce parti pris, vous verrez qu'en fait, vous aurez tellement de leçons, et ça on oublie, parce qu'on est souvent orienté plus par ce qu'on perd ou ce qu'on n'a pas eu, mais en fait, on se rend pas compte de ce qu'on a appris et ce qu'on a eu. Et c'est plus faire un retour en arrière de tout. Donc, je te dis, ça peut être des rencontres comme des trucs qu'on a dû faire opérationnellement parlant, du commercial, du marketing, de la logistique, de la prod, peu importe ce qu'on a appris. Peu importe qui on a rencontré, les principales leçons, c'est ça te fait grandir. Moi, ce que je pense, c'est que, en fait, le principal, c'est, t'as le droit de faire une erreur une fois, jamais deux, si c'est la même chose. Ça, c'est plus dans le day-to-day. Tu peux te tromper une fois, mais jamais deux. Par contre, quand tu te plantes, tu te dis juste que t'as pas perdu longtemps parce que t'as gagné de l'expérience. Et ça, c'est la plus grande valeur parce que c'est ça qui te fait grandir, qui te fait mûrir et qui demain t'ouvre l'esprit sur d'autres choses et qui te donne des connaissances et des compétences. Cette expérience vaut 1000 mots. Alors peut-être tu t'es pas payé et t'es en galère, etc. Ça c'est des faits, mais de ce que t'en retires, ça a de la valeur. Donc derrière, même si tu veux arrêter l'entrepreneuriat et trouver un job, ce qui est largement possible, tu peux clairement le vendre et c'est ultra appréciable de quelqu'un qui est passé par là parce que on sait qu'il passe par plein de phases mentales, physiques et techniques. En fait, tu dois toujours faire cette rétrospective, en tirer les leçons positives et c'est ça qui te fera grandir. Tu vois, moi avec toutes mes boîtes, on croit toujours quand on la lance que ça y est, c'est elle pendant les 20 prochaines années, ça va devenir incroyable. Alors, au début, c'est le souhait. Mais si c'est pas le cas, en fait, c'est un escalier. Chaque aventure t'amène à une autre aventure. Et moi, ça a été que ça. Mon aventure m'a inventé à l'autre. Et c'était pas calculé ni réfléchi. Et à chaque fois, tu montes en gamme, tu montes en connaissances, en compétences et en business. Et par exemple, je suis persuadé que Kimono m'amènera ailleurs, dans un truc encore plus fort, plus grand et plus ambitieux parce que j'apprends énormément tous les jours et on apprendra toute sa vie. C'est cette leçon du quotidien qui t'amène derrière là où tu veux aller. Et ça, faut être à l'aise avec. Donc, du coup, tu te prends des échecs, tu te prends des erreurs. Tant que tu as l'état d'esprit qui reçoit ça, qui traverse cette période et qui arrive à en ressortir, c'est le meilleur apprentissage. Et donc justement, parlons de Kimono. Donc vous êtes l'incarnation de la culture d'entreprise à travers un panel d'activités assez large et vous vous décrivez comme des culture designers. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait. Alors, je l'avais jamais entendu de cette manière. Tu l'as très bien présenté en une phrase. Bravo, franchement, ça fait plaisir. Exactement. Donc, Kimono, nous, on dit qu'on est des culture designers. On part du principe qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise, c'est clé pour une boîte. Pourquoi ? Parce que ta culture aujourd'hui, c'est ce qui te permet d'attirer des talents. C'est aussi ce qui permet de les garder et de les fidéliser. On sait aujourd'hui qu'une équipe, c'est clé. C'est pas un bon produit, un bon service. C'est qu'une bonne équipe qui te permettra de réussir. Donc ta culture t'aide à attirer et les garder. Ta culture t'aide aussi à créer ce sentiment d'appartenance. Elle t'aide à aligner les équipes autour d'une mission, d'une vision commune et des valeurs.
Elle t'aide aussi à prendre soin de tes équipes mentalement et physiquement, de les garder motivés, fiers, épanouis et efficaces. Et en gros, on croit que ces éléments, on est convaincus, sont des éléments clés pour que tu passes tes étapes de ton entreprise et que tu réussisses. Donc en fait, on croit au pouvoir de la culture d'entreprise. On croit aujourd'hui que la culture, c'est clé du succès. Et donc nous, notre métier, ça va être de la designer à travers différents produits, différents services, dans une vision ou de dire, notre métier, c'est de faire rayonner la culture des entreprises à travers des vêtements et des objets. C'était notre premier métier, on est connu principalement pour ça, donc de faire des vêtements toujours avec un positionnement ultra qualitatif et responsable. Donc le but, c'est d'avoir des beaux produits et bien faits. Vêtements et objets, c'était notre premier métier, donc on a commencé par habiller la culture. Ensuite, on a lancé une nouvelle offre, enfin une seconde offre qui s'appelle Office Design, donc c'est l'aménagement de bureau. Après avoir habillé les équipes, on habille les murs, parce que ton lieu de travail et ton environnement est un lieu où la culture est diffusée et ça donne une certaine identité, un certain ton. Donc là, c'est clairement de l'aménagement d'espace avec des archives d'intérieur. On peut faire des travaux de A à Z ou juste designer un lieu qui est déjà existant. Troisième offre qu'on a lancée, c'est une offre de conseil en culture. On a créé une méthodologie de conseil autour de 4 piliers qui sont le purpose, la raison d'être, donc le purpose égale la raison d'être en français, les valeurs, on parle d'un système de valeurs, nous, l'identité de ton entreprise et les rituels. Et on part du principe qu'avec ces 4 piliers, en les travaillant, derrière, tu crées une forte culture et tu l'écris. Donc nous, cette méthode, elle est divisée à différents timings. Il y a une partie d'analyse. On a réussi à te mesurer ta culture, te la rendre réelle et te dire où t'en es à travers ces 4 piliers. Ensuite, on va la transformer, l'écrire à travers pas mal de choses et pas mal de livrables. Et ensuite, on la teste en live si ce qu'on s'est dit, est-ce que c'est la réalité? On la travaille. Et derrière, on la recalcule pour voir quelle est l'évolution et où on en est. Il y a pas mal de livrables, notamment le Culture Book, qui est pour moi la bible de l'entreprise et qui est un document ultra important, qui réunit pas mal de choses qui peuvent être utilisés en interne comme en externe, mais c'est écrire dans le marbre sa culture. Donc ça, on a une méthode d'accompagnement là-dessus. Et la quatrième offre qu'on vient de lancer, tu as peut-être dû voir ces dernières semaines, elle s'appelle Kimono Life. Et là, c'est de dire, après avoir fait tout ça sur la culture, maintenant, c'est le moment de la faire vivre, surtout en ce moment, puisque la plupart des entreprises n'ont pas pu se retrouver, recréer du lien et faire de la cohésion d'équipe depuis un an avec le Covid. Et donc, du coup, on a lancé Kimono Life, qui est faire vivre sa culture, donc organisation d'événements internes, des off-sites, des séminaires, des team building, des workshops, que ce soit une après-midi, une journée ou un voyage complet de 2, 3, 4 ou 5 jours. Donc on se met là-dessus, toujours avec un positionnement, comme je te disais, de expérience très qualitative et le plus sustainable possible. On essaye d'innover là-dessus. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces offres fonctionnent ensemble, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment un partenaire de ta culture. Donc on nous appelle pour nous dire, voilà, j'aimerais que vous me fassiez mes bureaux, que vous me fassiez aussi des vêtements et des objets, et que vous me fassiez partie en séminaire. On se positionne vraiment là-dessus. Et il y a un upsell et un cross-sell permanent entre ces offres qui vraiment fonctionnent ensemble. Et donc du coup, on a créé un peu notre propre industrie qui est celle de la culture d'entreprise. Et tu l'as dit, avec la crise, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu se retrouver. Est-ce que tu as senti une différence, toi, en termes de sollicitation? Complètement. Honnêtement, nous, la crise, on l'a pas trop vécue en termes de business, puisque moi, j'ai toujours été persuadé que la culture était un élément clé. Il y a beaucoup de personnes pendant des années qui pensaient que c'était un peu bullshit ou autre. Aujourd'hui, à cause ou grâce, tout le monde s'est rendu compte que la culture, c'était le dernier maillon de ta boîte qui te reste. Par exemple, quand toutes tes équipes sont en télétravail, qu'il y a plus de chiffre d'affaires et que c'est la crise, il y a un seul truc qui reste, c'est ta culture. Est-ce qu'elle est assez forte pour passer ces étapes? Est-ce qu'elle s'écroule? Est-ce qu'elle se détruit? Est-ce qu'elle innove? Est-ce qu'elle crée, etc. Et nous, on s'est rendu compte que dès la fin du premier confinement, donc le 11 mai 2020, on a eu un retour de commande immédiat. Et on a fait une année forte croissance avec des mois records presque tous les mois. En fait, on s'est rendu compte que tout le monde avait pris conscience que nous, on n'était pas un nice to have, on était un must to have pour les entreprises et que tu as besoin de recréer du lien. Il y avait une étude de la BCG qui disait que à cause du télétravail forcé de toutes les entreprises et que tu ne te voyais plus, il y avait 40% des équipes qui ont une baisse d'affiliation envers l'entreprise, donc elles se sentent plus, elles ont plus leur rituel, elles le voient plus, donc c'est que à travers un ordinateur. Et que du coup, pour recréer du lien, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a des choses intangibles et des choses tangibles, notamment nos produits. Et clairement, on a vu un boom là-dessus. Et là, on se parle, on est en juin 2021, donc à la fin du déconfinement, le 3e. Espérons que ce soit le dernier. Là, il y a un regain et un rebond de tout le monde sur toutes nos offres. Et tout le monde investit dedans parce que c'est ça qui te renforce, c'est ça qui te permet de réussir derrière. Et tout le monde l'a compris. Donc ça a été un boost incroyable. Et l'éducation autour de la culture, que ce soit nous ou d'autres acteurs ou des personnes, tu vois, comme toi qui enregistrent des podcasts sur ce type de contenu, et du coup, c'est ce qui fait que tout le monde en prend conscience et que ce marché ne fait que commencer, quoi. Et à l'origine, qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder une boîte de culture designer? Alors à l'origine, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même lié à mon premier projet d'école, comme quoi tout est lié et la boucle est bouclée aujourd'hui.
Je quittais ma dernière aventure parce que le monde du F&B, food and beverage, ne m'intéressait plus trop, ne me passionnait plus trop. Et mon déclic de l'entrepreneuriat au lycée, c'était de me dire, en fait, moi, j'ai envie d'être épanoui dans ce que je fais. La vie est courte et je veux en profiter. L'entrepreneuriat était ma voie pour le réaliser, on va dire. C'est pas dire que c'est la clé pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est là où je me suis retrouvé. Et donc, je quitte cette aventure parce que justement, je suis plus trop passionné et je rencontre Alice Zaguri, qui est la CEO de The Family. Et c'est à ce moment-là où on parle d'entrepreneuriat pendant 2 heures. On parle de sa culture notamment. Et on se rend compte que la culture et l'identité d'une entreprise, c'est ultra important. Donc, tout ce que je t'ai dit avant, on se fait ce constat-là, que ce soit, on parle des bureaux, on parle des vêtements, on parle de plein de choses. Et en fait, quand on se rend compte que aussi toutes les entreprises sont des marques, et donc qui dit marque dit branding, et donc tous les codes associés, que ce soit ta charte graphique, mais aussi ta couleur, tes logos, ta manière de parler et tes vêtements, en tout cas ta marque. Et c'est là où on s'est dit, moi je lui parle de mon petit projet des pulls, qui à l'époque, là j'en parle un peu plus parce que ça fait partie de l'histoire, mais à l'époque c'était vraiment anecdotique pour moi, c'était un petit projet d'étudiant quoi. Donc je lui raconte ça et elle m'arrête tout de suite en me disant, tu sais que toutes mes startups, ils ont plus de 300 boîtes dans le portefeuille. Ils m'appellent tous les jours pour me dire, tu connais quelqu'un qui fait des vêtements sympas, personnalisés pour sa boîte parce qu'on trouve pas, tout est nul, etc. Et je lui dis, c'est marrant parce que je connais une autre personne qui est le meilleur ami de mon frère, qui est expert dans l'industrie du textile personnalisé, qui a une usine et qui du coup connaît ce marché. Et c'est là où on se regarde et on se dit, viens, on monte une boîte ensemble. Cette boîte, au-delà de faire des vêtements dans un premier temps, va être une boîte qui répond et qui adresse ce design de cette culture parce que c'est un élément clé et on a vu une opportunité de marché et quelque chose qui nous intéressait et c'est parti comme ça et semaine d'après on signe, 2 mois après, mars 2017, c'était lancé publiquement et ensuite ça ne s'est jamais arrêté. Donc dès le lycée, tu te lances dans l'univers du textile et rappelons-le, le premier objectif de Kimono, c'était de révolutionner le vestiaire des entreprises en proposant des vêtements personnalisés. Quel plaisir t'as eu à faire tout ça? Moi déjà, j'adore les vêtements, j'adore la mode au sens classique, pas ultra pointu, mais c'est quelque chose qui me parle, que j'aime bien. Donc en fait, c'était un premier produit qui vraiment me faisait plaisir de pouvoir en plus personnaliser. C'est pas créer ta marque de vêtements puisque on personnalise pour plein d'entreprises totalement différentes. Donc c'est des nouveaux projets à chaque fois, que ce soit une startup, que ce soit un grand groupe, que ce soit un hôtel, un restaurant, etc. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Et en fait, le plaisir, c'est juste, j'adore le produit. On a créé un catalogue super sympa et on a des très beaux produits. Et visiter les usines, comprendre les techniques, etc. Et maintenant, je commence à être assez expert sur le sujet et c'est encore un plaisir aujourd'hui. Moi, j'ai adoré parce que je te dis, c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui me plaît. J'ai toujours aimé bien m'habiller, en tout cas réfléchir à comment m'habiller. Depuis tout petit, très tôt, j'ai prêté attention aux vêtements. Je regarde un peu comment les gens sont habillés, j'analyse, etc. Et je trouve ça cool. Donc en vrai, sachant que moi j'aime bien le B2B, j'adore faire du business avec les entreprises, j'ai trouvé ça comme produit qui me correspond, il me correspondait parfaitement et je me suis éclaté dès le début, quoi. Et comment on arrive à se renouveler sur ce genre de marché? Parce que tu l'as dit, il y a quand même beaucoup d'offres. Ouais, en fait, le constat à l'époque, c'était que c'est un marché qui existait depuis très longtemps, avec 1 milliard de concurrents et d'offres. Le problème, c'est que c'était toujours le même. Avant, c'était de la personnalisation pour faire de la publicité. On s'en fichait que c'était des mauvais produits, cheap, qui finissent dans un tiroir et qu'on réutilise, soit on le coupe pour faire des chiffons, soit on le fait pour du sport, du jardinage ou pyjama. On en a tous ça chez nous. Et en fait, c'était vraiment ça, sauf que la manière de consommer a changé et surtout, aujourd'hui, les entreprises veulent faire du branding, donc ils veulent être fiers de leurs produits. Or, l'offre proposait que des produits publicitaires ultra cheap et le service, n'en parlons pas, il était à des années-lumière de ce qu'aujourd'hui, ce qui est un minimum service pour des clients. C'était toujours une petite commande, il y a toujours un problème. C'était vraiment c'est un marché compliqué, c'est un métier compliqué, donc c'est normal, mais ça a toujours été en tout cas mal adressé. Et donc, comment on s'est renouvelé? C'était vraiment par proposer des produits de très bonne qualité que tu es fier de porter, que tu aurais pu acheter dans le monde du prêt-à-porter, avec un service incroyable. On n'est pas en train de vendre un SaaS de logiciel de facturation, on vend un produit cool et sympa. Rendons l'expérience rapide, parce que ça, c'était un des pains du marché. Sympathique. Prenons du plaisir à collaborer avec nos clients dans la joie et la bonne humeur, entre guillemets. Mais voilà, c'est un produit sympa. C'est leur moment de détente de passer commande de ce type de produit. Donc sympa, rigoureux et excellent dans le sens où on est expert de notre métier, donc on saura te conseiller et te prendre et te montrer les meilleurs produits en s'adaptant à ton budget bien sûr. Donc voilà, en fait tu te renouvelles par l'expérience, par la qualité et nous on essaye d'innover en permanence là-dessus, donc toujours trouver des nouveaux produits. On source tout le temps en suivant les tendances, toujours amener un meilleur service et automatiser, amener des outils qui innovent et voilà, on a vraiment craqué cette industrie au début. On a été la locomotive un peu sur une nouvelle ère sur le marché textile personnalisé B2B et on a été copié. Beaucoup de gens sont inspirés de nous et du coup, on peut que le prendre positivement et ça nous pousse à innover et se renouveler. Mais vraiment, on a dépoussiéré une industrie qui avait des produits et des services d'une qualité très faible, mais parce qu'à une époque, c'était ce que le marché voulait.
et qu'aujourd'hui, la demande a complètement changé et nous, on a pris ce virage et on s'est adapté à ça. Et en tant que spécialiste de la culture d'entreprise, comment ça se passe au sein de Kimono? Est-ce que c'est plus facile de mettre la vôtre en œuvre ou au contraire, est-ce que c'est plus difficile? Moi, c'est un sujet quand même, du coup, j'ai envie de dire, ça me paraît normal, mais c'est un sujet qui me passionne. Donc moi, j'ai toujours prêté attention à notre culture beaucoup plus que personne d'autre parce que c'est notre boîte, on est des culture designers et on peut pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Clairement, c'était pas le but. Donc nous, on travaille à fond sur notre culture et c'est plus facile parce que tous les codes, on les connaît, les outils, on les connaît et au final, pourquoi on lance ces offres? C'est parce que c'est des choses qu'on a testées sur nous et parce qu'en fait, on est notre premier client. Donc on teste plein de choses, on expérimente plein de choses. Moi, en tant que fondateur et CEO, j'ai les mêmes problématiques que nos clients. Comment tu fédères tes équipes, comment tu les motives, comment tu alignes autour d'une vision. Donc je suis passé par ces questions. Et donc du coup, j'ai répondu à travers nos produits, à travers des manières de penser, ce qui nous amène en fait à développer ces nouvelles offres. Mais nous, on a toujours fait ça un peu naturellement et on l'a mis sur le papier, on l'a bien écrit, on l'a bien ritualisé. Mais oui, c'est plus facile parce que on adore ça. Et en plus, comme on parle à plein d'entreprises de ce type de problématiques autour de la culture, aussi on est noyé dedans, donc on s'inspire, on écoute, on teste des choses sur nous, et c'est ultra intéressant. Honnêtement, on est vraiment le labo, quoi. On teste tout, et le but, c'est qu'on ait la culture la plus forte, en tout cas la plus adaptée à nous, et pour montrer l'exemple. Dès 2018, tu as ouvert ta société à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal ou encore en Allemagne. Et en termes de culture, comment ça se passe quand on s'exporte à l'étranger comme ça? Ouais, c'est un vrai sujet. Je l'ai pas, je l'ai pas totalement résolu encore, mais on a pas mal appris. En gros, nous, quand on se lançait à l'étranger, dans cette logique de toujours d'expérience client, on ouvrait des showrooms. Donc un showroom où il y a tous les produits exposés, qui en fait faisait office de bureau quand on lançait. Donc quand on a ouvert en Angleterre, puis en Allemagne, puis en Espagne, il y a un nouveau showroom, une nouvelle équipe qui est mise sur place. Souvent, ça a été quelqu'un de la France qui allait ouvrir, donc qui avait déjà la culture kimono. Et ensuite, on a recruté des personnes externes qui sont devenues internes localement. Et le challenge, en fait, la difficulté, c'est la communication et la transmission de la culture quotidienne. Parce que quand t'es loin, alors oui, tu vois des reports, tu vois les chiffres, tu discutes, mais pas avec tout le monde. Mais au final, t'es un peu éloigné du siège et de l'âme de la vie de tous les jours. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que, déjà, une partie de l'équipe allait toujours les voir pour bosser avec eux pendant 2-3 jours là-bas. Et eux venaient toujours une fois par mois. Donc en gros, ils voyaient quelqu'un de l'équipe 2 fois par mois, ce qui était pas mal, au-delà du quotidien par le digital. Mais déjà, on créait des moments. Donc déjà, quand on faisait des moments d'équipe, ils étaient invités. Donc bien sûr, on ramenait tout le monde. Ou alors, on allait quelque part, on faisait des semaines internationales et on allait dans le bureau, donc par exemple celui de Berlin, et on allait tous bosser dans le bureau de Berlin et on faisait toute une semaine tous ensemble. Donc ça, c'était génial. Ça permet que tout le monde connaisse tout le monde entre les pays et surtout comprenne ce que chacun fait. Donc le plus dur, c'est que toutes les infos qui se passent au quotidien et une culture, elle se vit au tous les jours, eux aient le même ressenti et aussi la même vie. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aussi, il y a des sous-cultures drivées par le tronc commun et qu'eux, ils prennent aussi leurs habitudes, etc. D'où l'importance d'écrire ses valeurs et pourquoi, quelle est la mission de la boîte et où on va et quelles sont les bases pour que ça, pour le coup, ce soit bien transmis dans le pays. Mais derrière, ils auront peut-être d'autres rituels. Mais c'est pas grave parce que c'est aligné avec nos valeurs. Donc c'est difficile parce que aussi, nous, c'était pas des équipes majoritaires, c'était des petites équipes. Et peut-être ça peut parfois les démotiver, ils peuvent se sentir seuls. Donc il y a vraiment beaucoup de care à faire et autres. Et ça, c'est plus dur. Et d'avoir cette énergie du quotidien qui peut se diffuser dans les bureaux au siège. J'ai pas craqué le truc encore. Je peux pas te dire, ouais, quand on va ouvrir un autre pays pour développer sa culture à l'étranger, c'est comme ci et comme ça. On innove sur des choses, on essaye d'apprendre. On a quand même des leçons qu'on a apprises. Voilà ce que je te disais juste avant. Mais aujourd'hui, c'est un vrai challenge, surtout quand tu parles plus la même langue et que tu as d'autres cultures. Là, pour le coup, en termes culture de pays. Et du coup, comment tu réunis? Alors, il faut faire un onboarding aussi important que les équipes locales. Voilà, c'est tout le principe de la culture et de faire des étapes de tes rituels et que tout le monde soit impliqué. Et là, dans ce cas-là, tu peux créer vraiment un tronc commun, peu importe les pays. Et il y a des boîtes qui arrivent très très bien. Et à quel moment tu as eu cette idée d'ouvrir l'entreprise à l'international, justement? Alors nous, dès le début, je me suis rendu compte, avec la communication qu'on a fait, qu'on a eu des demandes de l'étranger. Et je me suis rapidement dit, en fait, on n'est pas du tout dans un marché français, on est dans un marché international. Il n'y a pas de frontières puisque, en fait, je me suis rendu compte que dans chaque pays, en tout cas en Europe, mais on s'est rendu compte qu'aux US, au Canada et même parfois en Amérique du Sud, c'était le même constat. Des fournisseurs qui sont restés dans le monde d'avant avec des produits de mauvaise qualité, en tout cas publicitaires, comme je disais,
et un service pas du tout adéquat, et une demande qui explosait où on veut de la qualité, être fier et un service excellent. Et en fait, c'était le même constat. Et du coup, on s'est dit, en fait, c'est la même chose. Donc, on n'est pas franco-français, on est international day one. C'est pour ça qu'on a communiqué en anglais les 2 premières années. Notre com était qu'en anglais, qu'on a eu beaucoup de ventes à l'étranger, et ce qui nous a permis, du coup, de se dire que notre métier, il n'y a pas de barrière. Ça, c'était vraiment pour notre industrie. C'était le même constat dans tous les pays. La demande et l'offre étaient presque le même constat. La stratégie commerciale était presque la même. Alors, faut s'adapter. Mais on s'est dit, en fait, autant aller rapidement. On va pas attendre d'être leader en France pour après se dire, on peut aller voir d'autres pays. On pourrait avancer en parallèle. Et ce qui se passe, c'est qu'on continue à pousser et on se considère vraiment comme une boîte internationale. Et le but, c'est de développer pas mal d'outils technologiques qui nous permettent d'être un peu partout sans être partout physiquement. Et donc, on bosse là-dessus et nous, on a eu vraiment un état d'esprit international dès le premier jour. Tu nous en as parlé tout à l'heure, Kimono, c'est une entreprise à forte croissance. Et comment on gère ce type d'entreprise, justement? Ah, si, si ça pouvait être si simple à répondre comme ça, écoute, il faut ne rien lâcher, il faut ça. En fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que la patience est la meilleure des vertus. Que tu sois en forte croissance ou pas, si encore une fois tu sais où tu vas et que tu as des signaux faibles positifs quotidiens qui te disent que tu es sur la bonne voie et ce que tu fais c'est incroyable et que tu vas y arriver, en tout cas, ce que le plus important c'est pas le but final, c'est le chemin, que ça te plaît, ça t'épanouit et que tu es conscient, déjà tu y arriveras plus facilement. Maintenant, comment tu fais? Il faut toujours se remettre en question, toujours remettre des process, toujours augmenter la rigueur parce que quand tu grandis en forte croissance, tu recrutes, tu as des nouvelles personnes, tu as des nouveaux projets, tu as plein de projets. Et donc, du coup, il faut ultra processer. Donc, c'est là où la rigueur et l'excellence d'exécution entrent en œuvre. Il n'y a pas de mystère. Tu passes par là. Donc, du coup, il faut tout cadrer, tout noter et mettre des vrais process internes. Nous, vraiment, on est rentré par plein de process, que ce soit de reporting, que ce soit de manière de faire ses rendez-vous, de timing, de gestion des agendas, gestion des objectifs à travers les OKR, donc les Objective and Key Results, qui est une méthode américaine. Mettre en place pas mal de process qui structurent et qui donnent un cadre. C'est la seule manière pour grandir de manière saine. Bien sûr, il y a la gestion RH qui est très importante aussi. Ta culture, bien évidemment. La réponse que j'aurais pu te faire, c'est comment réussir une boîte en pleine croissance. C'est une culture forte, donc investir dans sa culture. Ce serait ma vraie réponse. Maintenant, ouais, tu passes par ne jamais rien lâcher. Si t'es sur le bon chemin, bien sûr, le but c'est pas d'être têtu. Si tu sens que t'es sur le bon chemin, ne jamais rien lâcher. Et ça revient à ce que je te disais. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc, encaisser les coups et te rendre plus fort derrière. Savoir ne jamais... Alors la grosse erreur, c'est quand tout va bien, on se repose un peu sur ses acquis et on rentre dans une zone de confort. Ça, il n'y a rien de pire pour une entreprise. C'est très très dangereux parce que les concurrents arrivent très fort et le marché et la demande évoluent. Et donc du coup, il faut toujours se mettre en mode « Ok, ça va pas, même si tout est parfait, comment on peut faire mieux ?» C'est un peu le perfectionnisme de comment on peut faire mieux, comment on peut aller encore plus loin et se remettre en question, innover, être agile, flexible et avoir une ouverture d'esprit. Donc ça revient un peu au final à tout ce que je te disais un peu avant, mais ça passe par tous ces aspects. C'est ça la clé, hein. Pour réussir, t'as une rigueur, t'as une forte culture, t'as une vision et qui suit son cours, des talents et le reste ça suit quoi. Et quelles sont les principales difficultés qu'on rencontre quand on entreprend? Les difficultés qu'on rencontre, il y en a tous les jours, hein. Ça va être, les difficultés, c'est que on a toujours besoin de plus de ressources humaines, ressources financières, ressources technologiques. On n'est jamais satisfait, on a toujours besoin de plus pour réussir. Sauf que tout ça a un coût et que le but d'une entreprise, c'est avant tout d'être profitable et rentable. Et du coup, la plus grande difficulté, c'est de faire avec ce que t'as. Et donc, comment faire avec ce que t'as, avec l'ambition que t'as, mais tu n'as pas tous les moyens pour y arriver. Ça, c'est la plus grande difficulté parce que du coup, ça peut créer une frustration. Donc comment tu transformes cette frustration en une motivation de te dire je les aurai ces moyens un jour, donc je vais réussir à faire ça. Là, il faut être ultra bon, créatif, parce qu'on peut faire plein de belles choses avec peu de moyens. Et nous, on est passé par là. On peut faire des choses incroyables qui ont un impact ultra positif sur la boîte à tout point de vue, avec zéro ou avec très peu. Et un moment, le but, c'est après de t'équiper, te structurer, comprendre que faut passer par certaines phases, peu de moyens, après beaucoup de moyens, après peu de moyens, etc. Donc de bien jauger. Mais la difficulté, c'est ça. En tout cas, moi, ce que je vois comme ça, maintenant, c'est la difficulté de la gestion d'une entreprise. La gestion de ses finances, c'est la clé. Être ultra carré à ce niveau-là. La gestion des humains, c'est le plus dur à contrôler. Voilà, hein, l'humain, c'est le produit le plus difficile. Donc c'est ça les difficultés humaines. Tout le monde n'est pas fondateur de la boîte dans l'équipe. Enfin, je veux dire, tout le monde a sa vie, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses enjeux. Donc comment tu arrives à garder tes équipes on board, motivées, en faisant en sorte qu'ils réussissent leurs objectifs, qu'ils soient épanouis bien entendu. Donc il y a la difficulté de la gestion humaine, il y a la difficulté de ton marché. Tu as toujours des concurrents qui viennent t'embêter, tu as toujours des clients qui seront
pas content pour telle ou telle raison. Donc comment tu traverses tout ça? Honnêtement, les difficultés, c'est quotidien. C'est ça le challenge de l'entrepreneuriat, c'est ça la beauté. Et moi, c'est ça qui me plaît, tu vois. Le jour où tout roule, tout est bien, tout est nickel, bah en fait, t'as fait ton job. Donc en fait, maintenant tu changes, quoi. Tu bouges et tu te remets dans une création, t'apportes de la valeur et des challenges du quotidien. Mais voilà, mais je dirais, ce que je te disais, la plus grande difficulté, c'est de faire beaucoup avec peu. C'est ça le plus dur et c'est ça la grande force d'une boîte qui réussit, je pense. C'est ce mindset à avoir puisque ça te met dans des postures où vraiment tu dois te sortir des sentiers, enfin sortir des sentiers battus, sortir de ta zone de confort pour accélérer et performer, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer à leur tour, mais qui ont peut-être trop peur de le faire? La peur n'évite pas le danger, donc ça sert à rien de se punir 2 fois. Ne pas avoir peur, comme je disais, y aller, sauter, se lancer, ça fait pas mal. Il y a rien de grave. Vous n'avez rien à perdre, si ce n'est à gagner de l'expérience. Alors peut-être que vous pouvez y laisser des plumes financières, mais c'est rien. Ça se retrouve. La principale valeur, c'est votre expérience. C'est ça ce qui vous amènera là où vous voudrez dans votre vie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la peur n'évite pas le danger, donc foncez. Prenez-vous des coups ou vivez des réussites incroyables, mais faites-le. Vous allez voir, niveau émotionnel, on est servi et on se rend compte qu'on vit bien réellement. C'est aussi le plaisir d'entreprendre. Donc prenez du plaisir toujours, ne vous mettez pas des pressions extrêmes. Vous allez y arriver. Quand on y croit, tout est possible. Quand on fait tout pour aussi. Et vous verrez, vous apprendrez beaucoup plus. L'expérience vaut beaucoup plus que l'échec ou l'erreur. Donc vous avez rien à perdre. Foncez, quoi. Merci Olivier d'avoir partagé avec nous ton expérience et surtout merci pour ces mots et ces paroles très inspirantes. Bah merci à toi pour l'invitation, avec plaisir. Cela signe la fin de notre épisode, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Next. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.